Merci beaucoup, Michel. En effet, ce sont de bons et anciens souvenirs que tu as rappelés. Et c'est pour moi toujours un très grand plaisir d'être ici à Luxembourg, où j'ai beaucoup d'amis et où je puis témoigner de la solidarité des groupes qui travaillent ici sur place et notamment aussi de ceux de la coopération luxembourgeoise, je pense surtout à Jean, qui ont contribué énormément aux travaux que nous avons pu réaliser, soit avec le Centre tricontinental, soit avec le Forum mondial des alternatives. Alors, Jean, c'est peut-être un peu bref, c'est Jean Freider. Bien sûr. Pas tellement l'ambassadeur, qui est un personnage très modeste, on le sait. Et donc, le sujet, évidemment, qu'on va aborder est un sujet, comme l'a dit Michel, assez complexe. Et en fait, il est très complexe parce qu'il y a énormément d'intérêts en jeu. Il y a, disons, trois grandes composantes de ce conflit. Il y a la composante internationale, avec le néocolonialisme et l'impérialisme particulièrement américain. Il y a les intérêts régionaux de pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, et bien entendu aussi Israël, les problèmes de la Palestine, enfin tout ce que le Moyen-Orient peut comporter comme problématique. Et enfin, il y a la situation interne de la Syrie, les trois facteurs étant généralement entremêlés et qui font que les problèmes sont parfois difficiles à analyser. Alors, je vais commencer tout de suite d'abord par la partie syrienne. Nous nous trouvons évidemment devant un pays, la carte est là, de 22 millions d'habitants, qui aujourd'hui souffre une guerre vraiment horrible. C'est vraiment affreux ce qui est en train de se passer. On estime qu'il y a plus de 8 millions de personnes ou 9 millions de personnes qui sont affectées directement par la guerre, soit étant déplacées à l'intérieur du pays, soit étant en exil. Et donc, nous nous trouvons là aussi devant un nombre de victimes énormes, plus de 100 000 au cours des 2 dernières années, 2 années et demie. Nous avons 100 000 prisonniers politiques, 100 000 prisonniers en tous les cas dans les prisons de la Syrie et des milliers et des milliers de personnes qui ont été prises en otage par certains mouvements de l'opposition. La vie évidemment économique est terriblement affectée par cette situation. Dans certaines régions, il y a même des problèmes sérieux d'alimentation. Et les sanctions économiques, selon l'ONU, qui ont été prises contre le régime syrien, ont eu surtout comme conséquence d'affecter les parties les plus pauvres de la population. Alors, face à cette situation, un groupe de personnes s'était réuni à l'initiative de Leo Gabriel, qui est un anthropologue autrichien, pour essayer de voir si on pouvait faire avancer des négociations de paix. Et ce groupe a pris des contacts aussi bien avec l'opposition qu'avec le gouvernement pour proposer une conférence parallèle ou à la suite de Genève 2, la conférence de Genève 2 qui est prévue pour le 22 janvier, mais c'est la 3e fois qu'elle est remise, est une conférence des Nations Unies où il y a un accord de principe, en tous les cas, entre les 2 grandes puissances politiques du monde, les principales, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Russie et les États-Unis, et qui convoque les acteurs du conflit pour essayer de trouver une sortie de l'impasse, une sortie politique. Et nous avons proposé une conférence parallèle, ou à la suite, comme je l'ai dit, de Genève 2, de la société civile, et surtout de la société civile syrienne,
pour envisager les orientations d'une reconstruction et d'une réconciliation. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de refus net d'aucune partie, sauf bien sûr les djihadistes, ceux qui sont de l'islam le plus radical. Et donc, il y a un certain espoir que l'on puisse réaliser aussi cette conférence. Alors, en fait, quelle a été l'évolution politique? Commençons par la Syrie, le problème de la Syrie. L'évolution politique a été qu'en 1947, lorsque le parti Baas a été fondé, à peu près correspondant à l'indépendance du pays et la décolonisation, le parti Baas n'était pas au pouvoir. Il a pris le pouvoir par un coup d'État en 1963 et depuis cette époque de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, le président actuel, depuis cette époque, il y a eu une loi d'urgence qui a orienté politiquement le pays et qui limitait très sérieusement les libertés démocratiques. Cependant, à partir de 1963, le parti Baas a gouverné le pays en coalition avec le Parti socialiste et dans un sens relativement, je dirais, progressiste, avec comme objectif du parti d'abord d'avoir un État laïque et non pas un État religieux, même si le président, selon la Constitution, doit être un musulman. Enfin, ça correspond évidemment à peu près 80% ou plus même de la population, qui avait comme objectif aussi de conserver l'unité du pays, alors que la colonisation française avait divisé le pays en 4 morceaux, qui également mettait en route tout un système de protection sociale, l'éducation, la santé généralisée, une réforme agraire, et qui aussi était au fond une expression du nationalisme arabe, ce qui pour les pays occidentaux était le plus grand danger à cette époque. Et en même temps, devons dire, sur le plan international, la Syrie a été un membre assez actif du mouvement des non-alignés, ceux qu'on appelle aujourd'hui les 77, plus la Chine. En fait, ils sont 125, mais ils étaient 77 au départ. Et donc, le régime syrien s'est proclamé socialiste, mais d'un socialisme sans lutte des classes. Je dirais d'une social-démocratie, en gros, comme alternative nationaliste arabe à l'islam politique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, l'Occident a commencé à favoriser plutôt l'islam politique, parce qu'ils estimaient à cette époque que le nationalisme arabe ou le nationalisme iranien, par exemple, était le véritable danger pour les intérêts de l'Occident. Alors, ils ont aussi développé, il y avait du pétrole en Syrie, mais pas autant que dans les autres pays, ils ont développé une activité industrielle, un secteur industriel assez important, et également le caractère laïque de l'État, ce qui a permis une coexistence assez pacifique entre les différents groupes religieux, les sunnites, les musulmans sunnites, qui sont la majorité entre 70 et 80%, les chiites, qui sont environ à peu près 10 ou 15%, les chrétiens et également quelques autres groupes comme les Druzes ou autres. Cependant, l'application pratique dans la politique du parti Baas n'a pas pu éviter les obstacles de ce que c'est que la concentration du pouvoir. Et comme forme de gouvernement politique. Et donc, en fait, il y a eu vraiment une politique assez dure vis-à-vis de l'opposition et qui s'est durcie au fur et à mesure du temps. On a dit parfois qu'aujourd'hui, c'est la dictature du clan alaouite.
Les Alaouites sont une minorité ethnique et religieuse qui se trouve le long des côtes de la Méditerranée et qui représente environ 10 à 12% de la population et dont El Assad fait partie. Mais il fait partie d'un clan alaouite. On ne peut pas dire véritablement que ce soit les Alaouites qui dominent le pays. Lorsque j'étais là au mois de juin dernier, dans le gouvernement syrien, il y avait 19 sunnites, 6 alaouites, 2 chrétiens et 2 chiites. Et le Premier ministre est sunnite. Et la majorité des forces de sécurité et de l'armée sont sunnites. On doit ajouter aussi que, par exemple, la vice-présidente, qui est une femme, est la sœur du leader des frères musulmans qui est en exil. Par ailleurs, certains clans alaouites sont tout à fait opposés au clan de Bachar al-Assad. Donc la situation est plus complexe que ce qu'on dit d'habitude en exprimant cette idée que le pays est vraiment entre les mains d'un seul clan. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas évidemment des complicités familiales. Cependant, c'est vrai que la répression politique a été forte. Par exemple, contre les frères musulmans, il y a eu dans les années 80, dans une ville, en 82, dans une ville du sud du pays, un massacre estimé à 20 000 personnes, des frères musulmans, mais qui eux-mêmes avaient tué 80 cadres alaouites dans la localité. Et donc il y a eu une répression politique extrêmement dure et qui était quand même assez typique de la manière dont le régime réagissait d'un point de vue politique. Durant la présidence de Hafez al-Assad, peu à peu, la politique interne s'est orientée vers la droite, tandis que la gauche était politiquement éliminée. Une grande partie des leaders, notamment du Parti communiste, étant en prison. Et il y a une bourgeoisie sunnite qui s'est développée et qui a fait vraiment alliance, ou plutôt le Parti Baas s'est allié avec cette bourgeoisie sunnite. Et après la mort de Hafez, lorsque Bachar a été désigné et élu président, c'est pas lui qui était préparé pour ça, mais le fils aîné de Hafez a été tué dans un accident d'automobile. Et donc, Bachar el-Assad, qui est un médecin ophtalmologue qui travaillait en Grande-Bretagne, est rentré au pays et après un an ou deux, il a été donc désigné comme successeur. Et il a continué la politique, je dirais, néolibérale, qui avait été celle de son père dans la deuxième période. Et en 2005, officiellement, le 10e congrès du parti adopta le socialisme de marché, ce qui en fait signifiait le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on a diminué ou supprimé tous les subsides de l'État pour les combustibles, pour l'alimentation et d'autres produits, que l'économie s'est ouverte au capital extérieur, que les mesures néolibérales ont commencé à favoriser une classe capitaliste locale, mais de type comprador, c'est-à-dire d'intermédiaire entre les intérêts extérieurs et la société syrienne, qu'on a privatisé les services publics, également l'éducation et la santé, et que finalement les différences sociales ont commencé à devenir de plus en plus fortes. Il y a eu un traité de libre-échange, de libre-commerce avec la Turquie, qui a eu comme résultat l'élimination de toute une partie de la petite industrie et de l'artisanat syrien. Le chômage des jeunes dans les années 2010 à peu près atteignait 35%. Et les classes inférieures
se sont véritablement appauvris. En plus de cela, pendant 4 ans, il y a eu une sécheresse très forte dans les régions rurales qui ont accentué évidemment le phénomène de la pauvreté. Et donc, s'étaient créées aussi les conditions pour que l'islam politique puisse développer une base sociale, comme d'ailleurs en Égypte ou ailleurs, surtout dans les régions rurales, et qui a été appuyée déjà dès cette époque par des pays comme l'Arabie saoudite. Les frères musulmans, qui avaient été interdits, ont commencé toute une action non violente contre le régime de Bachar al-Assad, surtout en fonction des inégalités sociales et en fonction de la corruption. Et beaucoup de leaders de l'opposition à cette époque ont été emprisonnés ou envoyés en exil. Il faut dire que le pétrole en Syrie n'a pas été l'élément le plus important de l'économie syrienne. Le pétrole se trouve dans le nord, une région en bonne partie dans la région des Kurdes, les Kurdes qui se trouvent le long de la frontière avec la Turquie. Mais par contre, ce qui s'est développé les temps derniers, c'est le gaz. Et le gaz est offshore, c'est-à-dire en Méditerranée. Et c'est assez récent. Mais les réserves de gaz sont extrêmement importantes. Et d'ailleurs, le président Bachar al-Assad avait, en 2008, fait un accord avec Sarkozy pour accorder à Total une grande partie de la possibilité de faire les recherches et d'exploiter le gaz. Tout ça sont des éléments qui vont évidemment jouer dans la géopolitique internationale. Cependant, la Syrie est un lieu extrêmement important pour le passage du gaz et du pétrole entre les pays les plus grands producteurs et la Méditerranée. Et un oléoduc avait été construit qui traverse toute la Syrie pour amener le pétrole et le gaz vers les pays européens. Mais en 2003, déjà à cette époque, les Américains ont bombardé l'oléoduc et depuis lors, il n'a pas encore été reconstruit. Il faut aussi ajouter qu'au moment de la guerre de l'Irak, la Syrie ne s'est opposée que de manière très relative à la guerre américaine contre Saddam Hussein, qui était une minorité sunnite au pouvoir, et qu'il a reçu un grand nombre de réfugiés irakiens. La Syrie avait même accepté à cette époque des prisons secrètes de la CIA sur son territoire. Et c'est aussi en 2011, au moment où éclatait dans tous les pays arabes, ou dans une grande partie d'entre eux, ce qu'on a appelé le printemps arabe, comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, le Bahreïn, etc., qu'un phénomène semblable s'est développé en Syrie pour demander plus de justice sociale et plus de démocratie politique. Comment s'est construite alors l'opposition au gouvernement syrien? Aujourd'hui, plusieurs membres de ce gouvernement et Bachar el-Assad lui-même, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec les membres de la commission pendant plus d'1 heure, il a reconnu que les révoltes de 2011 étaient légitimes. Et donc, ayant reconnu cela, le parti Baas, a essayé évidemment de réagir, et je donnerai un peu tout à l'heure les manières dont ils ont réagi d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, mais bien sûr d'un point de vue militaire, pour essayer de répondre à ces exigences. Mais lorsque les autorités, ce que disent les autorités gouvernementales actuellement,
cette réaction qui était légitime, à cause de la pauvreté, des inégalités et du manque de démocratie, a été très 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 vite accompagnée par un autre agenda. Un agenda qui était financé par des intérêts extérieurs, surtout Qatar et l'Arabie saoudite, pour essayer de renverser le régime syrien et mettre à la place un régime islamique. Et donc, pour eux, pour le gouvernement en tous les cas, il était très difficile de faire la part des choses entre ce qui était une opposition légitime, une réaction légitime, et une intervention de l'extérieur pour essayer de renverser le régime. En fait, c'est très difficile de dire exactement quelle était la part des choses, mais il est évident que la réaction du régime a été extrêmement dure et même brutale. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors c'est constitué une opposition d'abord extérieure, parce qu'il y a aussi une opposition intérieure. Une opposition extérieure avec deux grands courants. Le courant qu'on pourrait dire plus ou moins démocratique et le courant djihadiste. Djihadiste, c'est-à-dire les partisans de la guerre sainte, pour être simple. Le premier courant a deux mouvements principaux. L'armée syrienne libre, avec des revendications de type laïque et démocratique, qui a commencé par une lutte armée de guérilla, spécialement à Homs et Alep, dans le nord du pays, et en même temps aussi, et qui a été fondée au mois de juillet 2011, et en grande partie par des déserteurs de l'armée syrienne, notamment un certain nombre de généraux aussi qui se sont joints à cette armée. On estime, mais c'est très difficile de dire quel est le nombre exact, qu'il y aurait environ 20 000 combattants. Ils prétendent en avoir 60 000, mais là, selon les observateurs, c'est tout à fait exagéré. Et l'aide est venue en premier lieu des pays du Golfe, mais aussi des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, sous forme pas directement de fourniture d'armes, mais bien de fourniture de logistique, de communication, etc. À partir du mois d'août de cette année-ci, les fournitures d'armes se sont libérées. Et l'autre groupe, c'est le bataillon de Farouk, qui est le mouvement armé des frères musulmans. On estime aussi qu'ils auraient environ, sur le terrain, 10 000 combattants, et qui est financé surtout par Qatar et la Turquie. Par ailleurs, il y a aussi les milices kurdes dans le nord du pays, qui, eux, manifestent surtout le désir de garder une certaine autonomie du territoire qui leur a été accordée par le gouvernement syrien, et qui donc sont, je dirais, attentifs à ce qu'on ne vienne pas supprimer cette autonomie, et sont vraiment en guerre aussi avec les djihadistes, dont je parlerai tout de suite, mais aussi parfois avec des escarmouches avec les forces gouvernementales. La deuxième grande orientation, ce sont les salafistes radicaux, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les djihadistes, et qui veulent rétablir un islam politique orthodoxe contre le gouvernement syrien qui se dit, enfin s'affirme, et dans la réalité l'a été en grande partie, un régime laïque, et qui exige l'expulsion des chrétiens, de la minorité chrétienne, et l'élimination de la minorité chiite, dont notamment les alaouites. Ils ont été appuyés, en tous les cas officiellement, par l'Arabie saoudite, qui cependant, au cours des dernières semaines,
à condamner les actes terroristes. Et selon des fausses sources américaines, l'Arabie saoudite aurait dépensé plus de 10 milliards de dollars pour supporter ces groupes djihadistes, tandis que le Qatar aurait dépensé environ 3 milliards pour appuyer les frères musulmans. Dans ces mouvements djihadistes, il y a aussi des différences. Il y a le principal qui est le Jabhat al-Nusra, lié à Al-Qaïda. Il y en a un deuxième qui n'est pas lié à Al-Qaïda, qui est l'Ahrar al-Sham, mais qui opère ensemble avec le premier mouvement. Il y en a eu un troisième qui avait été formé par des gens venant de l'Afghanistan, mais qui a été dissous après l'assassinat de son leader, et ses membres ont rejoint les autres mouvements armés de l'islam radical. Et fin 2011, donc c'est formé de façon officielle cette action armée de la part des islamistes radicaux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont la toute grande majorité des combattants sur le terrain, semble-t-il. Ce mouvement, et surtout... Non, ça va. Oui, merci. Ce mouvement islamiste radical a recruté des membres dans tous les pays arabes, mais également en Russie, en Europe, comme nous le savons. J'ai rencontré par hasard, en passant la frontière entre le Liban et la Syrie, un avocat tunisien qui avait été un des organisateurs du Forum social mondial du mois de mars dernier et qui accompagnait des familles tunisiennes qui venaient visiter leurs fils qui étaient emprisonnés en Syrie parce qu'ils étaient des prisonniers de guerre, si l'on veut, comme ils s'étaient engagés comme volontaires avec les islamistes radicaux. Il m'a dit, on estime qu'en Tunisie, au moins 2000 jeunes ont été recrutés. Donc rien que pour la Tunisie, il y a tous les autres pays arabes, il y a la Russie, il y a l'Europe. Et il m'a dit aussi une chose qui m'a impressionné, ils ne viennent pas du tout pour des raisons politiques, ils viennent pour des raisons religieuses. Ils viennent pour mourir. Il m'a même donné l'exemple d'un jeune qui était en chaise roulante et qui était venu comme volontaire. Et donc le gouvernement syrien avait permis aux familles tunisiennes qui avaient des enfants, des jeunes qui étaient emprisonnés en Syrie, de venir leur rendre visite. On estime qu'au moins 20 000 combattants sont ceux du mouvement le plus radical et 10 000 pour Al-Nusra. Plus, il faut ajouter à cela un grand nombre de petits groupes de combattants qui sont simplement des criminels ordinaires, quoi, qui profitent de la situation pour faire du brigandage. Ce qui rend aussi le problème de contact et de dialogue éventuel extrêmement difficile. À partir de la deuxième moitié de 2013, les hostilités entre l'armée syrienne libre et l'ISIS, c'est donc les djihadistes, se sont multipliées, surtout dans les villes du nord. Et il y a eu aussi un début de combat entre les djihadistes syriens et les djihadistes venant de l'extérieur. Tout ça, vous vous rendez compte, la difficulté, l'imbroglio que tout cela provoque. La situation de l'armée syrienne libre est de plus en plus difficile parce qu'il lutte sur deux fronts, contre le gouvernement syrien d'une part et contre les djihadistes d'autre part.
Après l'accord entre les États-Unis et la Russie, suite au problème des armes chimiques, les djihadistes se sont présentés comme les uniques défenseurs du peuple syrien, puisque tout le monde avait trahi. Et on estime, selon les Nations Unies à Damas, que l'armée syrienne libre représente aujourd'hui environ 15% des combattants sur le terrain, les autres étant des extrémistes. À partir de 2012, la ville de Damas a subi un certain nombre d'attentats à la voiture piégée ou des attaques suicides, non seulement contre des objectifs militaires, le ministère de la Défense par exemple, le ministre de la Défense a été tué, c'était un chrétien, mais également contre l'université, contre la télévision, contre les quartiers chrétiens et sur des places publiques qui ont causé des centaines de victimes. Il y a eu aussi une coordination des mouvements de l'opposition extérieure. Une première coordination qui s'appelle la Coalition nationale de Syrie, la Syrie révolutionnaire et des forces d'opposition, a été fondée à Istanbul, en Turquie, en décembre 2012, suite à une conférence à Doha, convoquée par les États-Unis, et qui ont donné deux fruits. D'une part, une coordination de l'opposition syrienne à l'extérieur, sauf les djihadistes, et d'autre part, un groupe qui s'est appelé les Amis de la Syrie, qui était un grand nombre de pays qui veulent aider l'opposition syrienne de l'extérieur. Et donc le premier fruit, qui a été la Coalition nationale de la Syrie, fondée donc en Turquie, s'est transformée progressivement. En 2013, cette année-ci, elle avait 144 membres, dont un certain nombre d'organisations, sauf les djihadistes, mais où les frères musulmans sont dominants. Cette organisation, dès sa fondation, a été reconnue par ce qu'on a appelé le Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, et ensuite également par la France, et plus tard par les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils ont créé une unité d'assistance et de coordination, mais qui n'a jamais pu véritablement travailler sur le terrain à cause des situations. Et en décembre 2012, comme je l'ai dit, s'est formé le groupe des Amis de la Syrie, dont le siège se trouve au Maroc. Sarkozy avait pris une initiative un peu semblable avant cela. Il avait convoqué une réunion à Tunis pour coordonner l'aide extérieure, mais l'affaire a été, je dirais, court-circuitée par les États-Unis avec la conférence de Doha et la constitution de ce groupe des Amis de la Syrie. En fait, les contradictions internes à l'intérieur de l'organisme de coordination ont été telles que pratiquement il a été impuissant jusqu'à présent. Ils viennent de former un gouvernement en exil, mais qui se trouve en Turquie. Et même au mois de mai dernier, le président de ce conseil a démissionné parce qu'il était, lui, en faveur de négociations avec le gouvernement, mais la majorité n'en voulait pas. La position était il faut d'abord que Bachar al-Assad quitte le pouvoir avant qu'on commence à négocier, ce qui évidemment pour le gouvernement syrien est inacceptable. Et en même temps était en faveur d'une intervention extérieure similaire à celle de la Libye. Et le président donc a renoncé aussi en disant qu'il y avait une pression extérieure exagérée
sur l'organisme en question, c'est-à-dire une pression soit des pays du Golfe, soit des États-Unis. Au mois de septembre dernier, s'est formé un nouvel organisme qui s'appelle l'Armée islamique, qui est une coalition des mouvements djihadistes et qui s'est retiré aussi, dont certains mouvements qui faisaient partie de la coordination précédemment se sont retirés. Et cela a signifié, c'était 11 groupes islamistes, cela a signifié une marginalisation de l'armée syrienne libre sur le terrain. Comme je l'ai dit, représente actuellement probablement environ 15% des combattants locaux. Quand on examine la question de l'opposition, et j'y reviendrai aussi pour l'opposition interne, il faut aussi amener une dimension de classe. Car en effet, les mouvements de résistance sont essentiellement des mouvements urbains et de classe moyenne. Aussi bien la résistance extérieure que la résistance intérieure. En effet, pratiquement, il n'y a plus de représentation des classes travailleuses. Les syndicats ont pratiquement été éliminés à la fois par la politique néolibérale et par l'hégémonie sociale et politique du parti Baas. Par ailleurs, il y a eu aussi, dans les zones contrôlées par l'opposition, un démantèlement industriel et un départ des industries qui ont été démantelées vers la Turquie. Et donc, finalement, la classe la plus pauvre, qui est surtout rurale, constitue une base sociale pour les frères musulmans. Évidemment, c'est important parce que c'est un groupe, les classes sociales rurales sont un groupe évidemment important au point de vue numérique. Et par ailleurs, la classe capitaliste qui existe encore, même si les activités sont réduites, a continué, qui avait évidemment favorisé les politiques néolibérales, continue à appuyer, dans sa grande majorité, le parti Baas. Je vous ai dit que pendant la colonisation française, le pays avait été divisé en plusieurs parties, mais surtout deux parties, la région d'Alep au nord et la région de Damas au sud. Et il y a des essais, et actuellement, aujourd'hui, le pays est divisé en deux. C'est-à-dire que la majorité du nord est plutôt contrôlée par l'opposition armée, mais avec des poches gouvernementales, tandis que la région du sud est contrôlée par le gouvernement avec des poches d'opposition. Et donc il y a là un problème aussi de partition éventuelle du pays dans un avenir. Mais il y a aussi une chose dont on parle très très peu, c'est l'opposition interne. Il existe un certain nombre de partis politiques, surtout après la réforme constitutionnelle de 2012, qui a ouvert l'espace politique à des partis. J'ai eu aussi des conversations avec un certain nombre de ces partis qui vont depuis le Parti libéral jusqu'au Parti communiste, dont la plupart des leaders sont sortis de prison, mais qui estiment qu'il faut collaborer, qu'il faut dialoguer avec le gouvernement pour arriver à mettre en route un processus politique qui permette de mettre fin à cette horrible situation où la solution militaire semble la seule valable. Et donc, ils ont participé au processus politique de 2012 et ils sont décidés aussi espèrent qu'un processus politique pourra se mettre en route, notamment à l'occasion des élections présidentielles de l'année 2014, où le gouvernement syrien a proposé que ces élections présidentielles soient supervisées par les organismes internationaux. En juin 2011, les partis d'opposition ont formé aussi leur coordination, le Comité de coordination nationale pour le changement démocratique,
avec siège à Damas. Ils sont opposés à toute intervention militaire de l'extérieur. Ils sont en faveur d'un État laïque et d'une démilitarisation de la vie politique. Dans cette coordination, il y a pas mal de partis, il y a 13 partis de gauche, 3 partis kurdes, plusieurs organisations de jeunesse, et qui veulent justement une solution politique par le biais d'une négociation avec le gouvernement, et qui craignent l'influence dominante des frères musulmans dans l'opposition, en plus, bien entendu, des djihadistes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réaction du gouvernement syrien en 2011. Eh bien, cette réaction a été de mettre en route des réformes économiques, de nouvelles mesures économiques en faveur des secteurs les plus pauvres de la population, une action contre la corruption. Également, le gouvernement a aboli la loi d'exception qui était en vigueur depuis 1963. Ils ont donné plus d'espace aux moyens de communication et des centaines de prisonniers ont été libérés. Mais probablement que ce fut trop peu et trop tard. Très rapidement, la situation s'est détériorée. Il y a eu évidemment un changement politique, mais ce changement s'est manifesté surtout aussi par une réponse de plus en plus dure du gouvernement contre les rebelles, estimant que, dans l'opposition, l'agenda de l'extérieur devenait dominant. Et c'est alors que, véritablement, il y a eu une réaction des autorités politiques qui étaient, semble-t-il, relativement modérées au départ, mais qui s'est transformée en une réaction terriblement violente et même brutale, allant jusqu'au bombardement des villes dominées par l'opposition armée. Et la constitution des milices, les Shabiha, dit le gouvernement, des groupes de défense civile, mais selon l'opposition, des paramilitaires alliés aux services secrets du gouvernement et qui ont agi à partir de la fin 2011. Il y a eu des massacres, notamment à Hama en 2011, à Ouba en 2012, qui ont été unanimement condamnés par le Conseil de sécurité, y compris la Russie et la Chine. Et de plus en plus, évidemment, les massacres se sont multipliés, mais on ne peut pas accuser uniquement le gouvernement de tous les morts qu'il y a eu en Syrie. Une bonne partie des victimes sont aussi le résultat de l'action directe de certaines oppositions, et notamment des groupes djihadistes. Il y a eu ce fameux incident, ou 2 incidents, de l'utilisation de l'arme chimique. En 2013, donc mi-2013, il y a eu une première utilisation d'armes chimiques et une vérification par les Nations Unies sur la réalité de cette action. Et la responsable de la commission de recherche de l'ONU sur la Syrie, Carla Del Ponte, qui n'est pas une personnalité de gauche, comme nous le savons, a affirmé que c'était le fait de l'opposition et pas du gouvernement. Après cela, il y a eu une nouvelle opération avec des armes chimiques, où plus de 1000 civils ont été tués dans les faubourgs de Damas, le 21 août 2013, à Ghouta, qui a été attribuée au gouvernement syrien par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et par contre attribuée aux rebelles par la Syrie et par la Russie. Il se fait que
la Commission des Nations Unies sur ces problèmes, sur les problèmes des armes chimiques, était sur place. À ce moment-là, les alliés occidentaux ont affirmé leur volonté d'intervenir militairement et de bombarder des objectifs spécifiques en Syrie. Et même une partie des pays arabes était en faveur, d'autres étaient contre. Contre, en faveur, c'était l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, contre l'Irak, l'Algérie, l'Iran, évidemment. Et heureusement, il y a eu une opinion mondiale qui s'est manifestée à cette époque, d'abord au sein du Parlement britannique, qui s'est opposé à l'utilisation de la force armée, et également dans l'ensemble du monde, et je pense notamment à l'intervention du pape François Ier, qui a organisé un jour de jeûne et de prière pour éviter l'utilisation de la violence en Syrie. Et la Russie a proposé une solution, la destruction des armes chimiques qui est possédée par la Syrie. Il faut dire entre parenthèses que l'arme chimique possédée par la Syrie est une réponse à l'arme atomique possédée par Israël. Et ceci a permis d'éviter l'intervention militaire, avec l'accord, bien entendu, du gouvernement syrien, et le processus est en cours, semble-t-il, de manière positive. Par contre, en même temps, Israël a affirmé qu'il n'avait aucune intention de changer sa politique, et notamment de signer la convention concernant les armes chimiques et de changer quoi que ce soit à son arsenal d'armes chimiques. L'opposition, une partie de l'opposition interne s'est considérée comme trahie par l'accord entre la Russie et les États-Unis, et s'est donc constituée une nouvelle opposition islamiste, dont j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui demandait justement un changement d'attitude et un appui à la continuation de la solution armée. En septembre de cette année, le gouvernement syrien a réaffirmé sa position d'une solution négociée avec une période de transition et des élections vérifiées par la communauté internationale. En fait, les élections qui ont eu lieu à l'intérieur de la Syrie en 2012 ont eu une participation de un peu plus de 51% de la population, ce qui, étant donné les circonstances de guerre, n'était probablement pas tellement mauvais comme résultat. Il y a eu 7 partis de l'opposition interne qui se sont présentés aux élections, et sur les 250 sièges, 134 ont été au parti Baas, qui n'avait donc pas la majorité, mais qui, étant donné son accord dans le Front national avec l'un ou l'autre parti de l'opposition, a gagné 150 sièges, donc la majorité. À côté de cela, il y a eu 39 autres partis qui ont eu des élus et 77 candidats sans parti. À partir de 2012 aussi, la réponse du gouvernement a été d'essayer de reprendre une série de mesures, de mesures pour répondre à la situation. Et là, on voit nettement 2 courants à l'intérieur du gouvernement syrien. Un courant qui ne voit que la solution militaire et qui probablement jusqu'au mois de septembre dernier était dominant. Et un autre courant qui est en faveur d'une solution politique. Mais de toute façon, j'ai rencontré moi-même le ministre qui avait été désigné pour aller à la conférence de Genève et qui, lui, était absolument partisan d'une solution politique. On pourrait peut-être faire un certain parallèle
avec la situation de Cuba au moment de l'affaire des missiles, où finalement l'Union soviétique a retiré ses missiles, mais en échange, Cuba est devenu intouchable d'un point de vue militaire ou politique pour les États-Unis. Je crois qu'on peut conclure cette partie en disant que cela nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Les menaces de bombardement, les atrocités commises par les djihadistes, les interventions des pays du Golfe, les interventions aujourd'hui d'aide armée à une partie de l'opposition, tout cela, finalement, contribue à renforcer la position politique de Bachar al-Assad à l'intérieur. Et s'il propose lui-même qu'aux prochaines élections présidentielles, toute la communauté internationale soit invitée pour vérifier le résultat des élections, c'est parce qu'il est sûr de les gagner. Il y a aussi, en Syrie, comme dans tous les pays arabes, une dimension religieuse et ethnique au conflit. Mais il est important de savoir qu'au départ, le conflit n'était pas un conflit religieux, mais il est en train de le devenir de plus en plus. En effet, il y a les sunnites, comme je vous l'ai dit, il y a les chiites, il y a les minorités chrétiennes. Et il est important, en effet, de savoir que pour les islamistes extrémistes, ce qui est fondamental, c'est l'aspect religieux. Mais à l'intérieur de la Syrie, ils ne représentent qu'une minorité. Et donc, c'est aussi une action extérieure qui vient s'ajouter. Les Alaouites sont considérés aujourd'hui comme des chiites. C'est assez récemment qu'ils ont été considérés comme des musulmans d'abord, et puis comme des chiites. Mais en fait, ils sont un mélange entre islam et christianisme. Ils croient dans le retour d'Ali, ce calife qui a disparu après la succession de Mahomet, et qui, selon les chiites, va revenir un jour pour rétablir la justice. Une sorte de messianisme. Mais ils croient aussi dans la Trinité et d'autres éléments de la religion chrétienne. Et donc, ils ont toujours été marginalisés parce qu'ils étaient considérés comme des hérétiques. Mais ils forment vraiment un groupe, quand même très, très spécifique. Le fait que Bachar al-Assad soit un alaouite peut créer évidemment un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas l'élément central de la vie politique, au moins pour ce que j'en pense. Le grand mufti sunnite de Damas, que j'ai aussi rencontré, nous a affirmé que la seule solution était un État laïque, parce que c'était la seule manière d'avoir une harmonie entre les différents groupes religieux. Et il a personnellement toujours travaillé en union avec les églises chrétiennes, par exemple, pour essayer de construire les conditions de la paix dans la région. C'est vrai que les choses sont toujours plus compliquées que leur apparence. L'apparence dans ces pays, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est qu'il y a en effet des élections, il y a un gouvernement, il y a la justice, il y a etc., il y a les trois pouvoirs, l'autonomie des pouvoirs, il y a tout un appareil formel, mais qui finalement fonctionne de façon différente. Dans le non-dit, il est évident que l'appartenance religieuse joue dans l'ensemble de ce système, et il faut le savoir quand on va pouvoir penser à la reconstruction et à la réconciliation. Deux mots maintenant pour terminer sur les interventions et les intérêts extérieurs. Qatar, d'abord de Moyen-Orient. Qatar et l'Arabie saoudite sont évidemment, comme je l'ai déjà dit, des pays qui essayent de rétablir une dimension religieuse de la vie politique. La Turquie et la Jordanie sont des alliés des États-Unis
et aide également le secteur de l'opposition. L'Iran, qui est un important producteur de pétrole et le 5e producteur mondial de gaz, est allié avec la Syrie. L'Iran est chiite. Il est allié avec le Hezbollah au Liban. Également, il était allié avec le Hamas à Gaza en fournissant des armes. Et d'une certaine façon, pour l'Iran, c'était une manière de compenser son isolement dans la région face aux États du Golfe et face aux bases militaires et navales des États-Unis et face à Israël. Et donc, depuis le début du conflit, l'Iran a intensifié son aide au gouvernement syrien, et même, bien que les nouvelles autorités du pays, suite aux élections en Iran, ont affirmé clairement qu'ils étaient en faveur d'une solution négociée et non militaire. Au Liban, le Hezbollah, qui était la principale force militaire contre l'invasion israélienne, la colonne vertébrale de la résistance, s'est allié à la Syrie et ont également défendu la minorité chiite qui a été fortement attaquée par les djihadistes. Et ils ont donc toujours aussi appuyé le régime syrien, un peu en reconnaissance aussi de l'appui qu'ils avaient reçu, eux, de la Syrie au moment des invasions israéliennes. La Palestine, qui est évidemment un élément tout à fait central dans la région, a été évidemment une source aussi de problèmes aussi liés avec la Syrie, car les réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban et en Syrie sont des acteurs importants, aussi bien de l'économie que de la politique de ces pays. Un pays comme le Liban a maintenant plus de 50% de sa population réfugiée, soit de Palestine, soit de Syrie. Et donc, tout cela ajoute à la complexité de la situation. Israël, qui se prétend neutre dans toutes ces questions, tout heureux d'ailleurs que des pays arabes se disputent entre eux, Israël continue à occuper le Golan, qui est une partie de la Syrie, a expulsé 150 000 Syriens. Cependant, Israël a essayé de négocier avec la Syrie un certain accord sur les problèmes de l'eau. Cependant, dans les derniers temps encore, Israël, à plusieurs reprises, a bombardé le territoire syrien, notamment à Damas, soi-disant pour détruire des armes qui étaient destinées à l'Hezbollah. Donc, est aussi un acteur. L'Égypte, sous la direction des frères musulmans, a évidemment a rompu ses relations diplomatiques cette année avec la Syrie, et donc probablement parce qu'il reçoit une aide énorme de Qatar et maintenant aujourd'hui de l'Arabie saoudite. En Tunisie, les frères musulmans qui étaient au pouvoir ont exprimé évidemment leur désaccord avec le gouvernement syrien, et le Maroc, comme je l'ai dit, est la base du groupe des Amis de la Syrie. La Turquie, qui a reçu en 1939 un territoire qui s'appelait la province de Hatay, en prie pour ne pas qu'il s'allie avec les Allemands, avec l'Allemagne, est aussi un acteur. Et aujourd'hui, ce territoire qui se trouve le long de la Méditerranée est aussi un lieu, c'est un lieu où l'opposition anticoloniale avait été extrêmement forte, et c'est le lieu aujourd'hui où les bases américaines sont les plus nombreuses. Le parti au pouvoir, le AKP, qui est un parti proche des frères musulmans, est évidemment aide la branche des frères musulmans de l'opposition de Syrie et parfois même les éléments plus radicaux. Et enfin, la Ligue arabe a pris position contre le gouvernement syrien
à cette époque, avec l'exception de la Libye, mais c'était la Libye de Kadhafi, et ils ont donc formé le Conseil de coopération du Golfe avec un certain nombre de pays arabes pour aider la résistance armée. Et quant aux canaux de télévision, Al Jazeera de Qatar et Al Arabiya d'Arabie Saoudite, ils ont évidemment adopté la position de leur gouvernement sur la question syrienne. Les pays occidentaux, et là ça ira beaucoup plus vite, avant d'arriver aux conclusions, les pays occidentaux ont été des pays coloniaux. Lorsque l'Empire ottoman a été démantelé, il a été partagé entre la France et la Grande-Bretagne. Et dans cette région, la France a reçu le patronat de la Syrie et la Grande-Bretagne, l'Irak. C'était le fameux accord Sykes-Picot. Et il ne faut pas oublier qu'encore en 1956, la France et la Grande-Bretagne ont attaqué ensemble l'Égypte contre la nationalisation du canal de Suez, et donc dans cet effort de combattre le nationalisme arabe. Les États-Unis sont venus plus tard, et pour des raisons essentiellement économiques, c'est-à-dire le pétrole. Et comme nous le savons, moi je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter, la Syrie est évidemment un élément extrêmement important dans toute cette stratégie du pétrole de la région. Et les États-Unis aussi, comme les autres pays occidentaux, ont appuyé les groupes islamistes pour lutter contre le nationalisme arabe. Et nous savons ce qui s'est passé après avec l'Union soviétique, avec Al-Qaïda, dont Bin Laden a été un des collaborateurs des États-Unis au départ, et avec le retour de flamme que cela a constitué, notamment avec l'attaque des tours jumelles de New York. Il faut aussi ajouter l'action en Syrie d'un très grand nombre de fondations américaines qui ont agi de manière différente, comme la National Endowment for Democracy fondée par Ronald Reagan, la Freedom House avec Samuel Huntington et Paul Wolfowitz, le Council of Foreign Relations avec Henry Kissinger et Colin Powell, la Albert Einstein Institute ou le Open Society Institute de George Soros, tous étaient présents en Syrie, justement dans la période, je dirais, néolibérale. Enfin, l'Union européenne a décidé de lever l'embargo sur les armes en août 2013, cette année-ci, malgré l'opposition de l'Allemagne. L'Allemagne s'est opposée à cette levée de l'embargo. Par contre, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires extérieures, a été un des porte-parole les plus durs pour promouvoir la solution militaire. Et en mai de cette année, des manœuvres militaires ont été organisées en Jordanie, mobilisant 8000 hommes des États-Unis, de l'Europe et des pays arabes, officiellement pour une possibilité future de combat en Syrie. Donc, nous voyons que tout ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et il ne faut pas oublier aussi que les États-Unis entretiennent dans la région, entre Chypre et le Pakistan, plus de 40 bases militaires, dont la plus grande base navale en dehors des États-Unis qui se trouve à Qatar. Donc, voilà ce qui peut être quand même donné comme fait concernant l'attitude de l'Occident. Bien sûr, il y a la Russie et la Chine, qui sont aussi des acteurs dans la région, et qui se sont opposés dans le Conseil de sécurité à toute intervention militaire étrangère en Syrie. C'est vrai qu'ils avaient approuvé la zone de non-vol, je ne sais plus comment ça s'appelle au point de vue technique, sur la Libye. No-fly zone sur la Libye, pour des raisons humanitaires.
Mais comme cette mesure a été utilisée par l'OTAN pour détruire le régime libyen, il est évident qu'il s'oppose à ce genre de mesures face au problème syrien. Et l'action de la Russie a quand même été fondamentale pour empêcher les bombardements contre les incidents d'utilisation d'armes chimiques qui avaient été attribués au gouvernement syrien. Il est évident que la Russie a des intérêts dans la région. La Russie, qui est héritière de l'Union soviétique, a un traité d'amitié avec la Syrie, signé en 1979, et qui implique la coopération militaire. Et la Russie a donc une base d'appui naval en Syrie qui lui permet une présence en mer Méditerranéenne comme contrepoids à la présence américaine. Mais une base d'appui contre 40 côté américain. Quant à la Chine, ce qui est essentiel pour la Chine, c'est que l'Iran puisse continuer à lui envoyer du pétrole. C'est tout à fait vital. Et donc, s'il y avait des changements politiques et militaires dans la région, la Chine pourrait être en grande difficulté parce que la majorité du pétrole qu'elle utilise venant de l'extérieur vient de l'Iran. Et la Syrie est un point clé dans cet équilibre actuel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Comme je l'ai dit au départ, il y a 3 processus logiques qui sont en jeu. Le premier est international et invoque des considérations géostratégiques et des intérêts économiques. C'est la confrontation pour le contrôle du Moyen-Orient entre l'Ouest, les États-Unis et l'Union européenne, et via l'OTAN et Israël, et d'autre part la Russie et la Chine comme contrepoids. Et donc la Syrie, de nouveau, est un élément central. La soumission du pays peut signifier le contrôle de toute la région, et notamment de l'Iran, avec la collaboration des pays du Golfe qui permettrait une hégémonie totale de la région. Premier type d'intérêt. Le deuxième type est donc régional, les États islamistes sunnites, et ceux qui sont administrés ou ont été administrés par les frères musulmans, qui craignent la constitution d'un axe chiite composé par l'Iran, le sud de l'Irak, le Hezbollah au Liban et l'aide de la Syrie. Syrie comme État laïque. Et c'est une véritable guerre de religion qui pourrait se développer, même si cela n'a pas été l'origine du conflit. Et la troisième chose, c'est le conflit interne entre un projet laïque, aussi bien dans le gouvernement que dans une partie de l'opposition interne sûrement, et une partie de l'opposition externe. Donc un projet laïque face à un projet islamique. Et ce dernier a deux orientations, soit les frères musulmans, que l'on dit plus modérés, soit les djihadistes radicaux. Les frères musulmans, il faut le savoir, ont été un mouvement qui a été créé en 1928 en Égypte et qui, durant les années 30, a eu énormément de contacts avec les mouvements fascistes européens, surtout italiens, et qui, dans son organisation interne, a gardé vraiment une orientation extrêmement radicale, autoritaire. On peut dire, bien sûr, ce sont des islamistes modérés, si on compare ça aux djihadistes. Ça ne fait pas de doute. Et probablement que dans les frères musulmans, il y a différents courants. Mais il faut savoir quand même quelle est l'origine. Et donc, l'unique espérance, finalement, c'est une solution politique. Une solution politique qui, a déjà eu quelques pas avec Genève I, mais qui a été un échec, et la préparation aujourd'hui de Genève II. On voit que du côté du gouvernement, l'aile plus modérée du gouvernement est en faveur de négociations
bien que l'aile radicale soit toujours en faveur d'une solution militaire. Mais de toute façon, le gouvernement syrien a accepté de venir à la conférence de Genève II. Une partie de l'opposition syrienne est toujours en faveur d'une intervention militaire et d'une solution militaire, et essaye de renforcer sa situation, c'est pour ça que les combats continuent de façon encore plus forte qu'avant, de renforcer sa situation en fonction de la conférence de Genève II, pour arriver là-bas en situation de force. Mais une partie aussi de l'opposition est en faveur d'une solution politique, même si cela n'a pas été facile à obtenir par un certain nombre. D'autre part, la conférence de la société civile, que l'on pense organiser à Vienne, est acceptée par les différentes parties. Personne n'a dit un oui franc, mais personne n'a dit non. Et donc, on espère, on continue toujours à préparer cette conférence de Vienne, avec, si possible, aussi des observateurs, notamment des pays latino-américains. Et je crois que nous devons dire qu'il faut faire tout pour essayer de mettre fin à cette situation, qui vraiment, quand on va sur place, c'est l'horreur absolue. Bon. À ces massacres, à cette souffrance du peuple syrien, et c'est vraiment urgent. Et la solution politique me paraît la seule position valable et qui semble heureusement progresser dans l'opinion publique mondiale. Et donc, malgré les voix qui veulent qu'une solution militaire prévale, on peut espérer quand même que Genève II aura lieu, même si 3 fois déjà la conférence a été postposée, et que la conférence sur la société civile, pour essayer d'aller au-delà des accords purement politiques, puisse évidemment aussi avoir lieu en Autriche. Voilà ce que je voulais un peu partager, à la fois comme analyse et comme expérience, pour que nous puissions essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette situation, c'est vrai, très compliquée, mais à laquelle, je crois, il faut contribuer comme partie de l'opinion publique mondiale en faveur, justement, de la solution politique. Merci bien.